Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux au sein du Palais de Justice de Châteauroux pour cette Nuit du droit qui est un événement national puisque le Conseil constitutionnel, il y a maintenant plusieurs années, a souhaité que nous puissions ouvrir nos juridictions et présenter un thème de la manière dont nous pouvions souhaiter, qui permet à l'ensemble des citoyens de mieux appréhender le droit, de mieux comprendre l'incidence du droit dans la vie quotidienne. En deuxième partie, vous allez pouvoir assister à des représentations, des scénettes, je ne sais pas comment le dire, issues d'un procès que je vous laisse découvrir. Je ne vais pas spolier, comme on dit, la seconde partie. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Breteau, je suis élève au CES de Châteauroux en tant qu'étudiante en droit pour ma deuxième année. Et je vais vous présenter aujourd'hui la Nuit du droit à laquelle vous nous faites le plaisir d'assister aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous aimerions tous adresser des remerciements au tribunal ainsi qu'au barreau pour nous faire l'honneur de nous accueillir en ce jour et au CDAD pour le prêt de magnifiques robes que vous aurez l'occasion d'admirer aujourd'hui. Le CES de Châteauroux et la Nuit du droit. Donc je vais commencer par la Nuit du droit. C'est un événement culturel qui revient chaque année et qui a pour but de sensibiliser le public au droit, à l'impact qu'il peut avoir dans la société et plus particulièrement dans leur vie. Ce projet, cet événement, il a été créé par Laurent Fabius en 2017. C'est le président du Conseil constitutionnel. Le CES de Châteauroux, lui, il organise chaque année le concours des assises du Berry. C'est un concours lors duquel élèves du CES s'affrontent lors de reconstitutions de procès célèbres remis au droit d'aujourd'hui. Et les gagnants des assises du Berry 2025 nous font l'honneur de présenter leur procès à la Nuit du droit aujourd'hui. Quelques mots maintenant sur les assises. Il s'agit d'une formation spéciale de jugement qui traite des affaires les plus graves. Nous vous proposerons donc aujourd'hui la reconstitution d'un procès qui a vraiment été jugé au XIXe siècle dans une cour d'assises de Rennes. Cette reconstitution, elle est donc rejugée aujourd'hui avec les mêmes faits, les mêmes témoins, mais avec le droit de 2025. Nous sommes toutes et tous étudiants au CES de Châteauroux. Et pour notre projet, nous avons été aidés de plusieurs professeurs, notamment M. Dourneau, professeur de droit pénal, M. Belda, professeur d'histoire, Mme Laurent Bouteau, professeur de procédure pénale, ainsi que de l'aide de Mme Trépose, qui, en plus d'enseigner le droit administratif, est aussi la directrice du CES de Châteauroux. Nous avons choisi de reconstituer l'un des procès qui a marqué l'histoire à son époque. C'est l'affaire Hélène Gégado, aussi appelée la tueuse à l'arsenic. C'est tout simplement la première tueuse en série française. Elle est née en 1803 et elle a perpétré ses meurtres de 1833 à 1851 avant de se faire arrêter, puis d'être condamnée à mort le 26 février 1852. Afin d'être cohérent avec l'application du droit actuel, nous avons également actualisé les dates en y ajoutant à chacune 170 ans. Aujourd'hui, l'issue du procès ne pourrait être la même qu'en 1851, d'abord car les lois pénales ont depuis évolué, ensuite car la peine de mort a été abolie par Robert Badinter en 1981. C'était alors le ministre de la Justice, sous la gouvernance de François Mitterrand. Bien, pour commencer, je vais vous présenter les différents rôles lors de ce procès. Nous avons dans le rôle de l'accusée Hélène Gégado, Charlie. Dans le rôle de l'avocat de la défense, maître Laurent Titouan. Dans le rôle de la partie civile, Madame Rabot Inès. Suivie de Madame Le Fur Lucie. Dans le rôle de l'expert en biologie médico-légale, Dr Lemoine, Manon. Dans le rôle de l'expert en psychiatrie, Dr Montel, Océane.
de la partie civile, Maître Ganivet Julie. Dans le rôle de la procureure de la République, Laura. Dans le rôle de la présidente du tribunal, Sandrine. Quant à moi, je ferai office de voix off présentatrice afin de vous expliquer les termes compliqués du procès. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre attention et votre participation en tant que public. En ce qui concerne les jurés, je vais demander aux personnes s'étant assises avec une petite enveloppe blanche de bien vouloir se lever. Vous êtes membre du jury des procès de Milan. Vous pouvez venir vous installer juste ici. L'audience est ouverte. Nous sommes réunis aujourd'hui devant la cour d'assises pour juger Madame Hélène Gigado, accusée des crimes suivants. Empoisonnement ayant entraîné la mort, réprimé par l'article 221-5 du Code pénal, puni de réclusion criminelle à perpétuité. Empoisonnement n'ayant pas entraîné la mort, réprimé par les articles 221-5 et 221-1 du Code pénal, puni de 30 ans de réclusion criminelle. Les faits reprochés se sont déroulés entre 2003 et 2021 et concernent 56 victimes, dont 32 sont décédées. Concernant les éléments en notre possession et en votre défaveur, nous avons les comptes rendus d'autopsie réalisés sur plusieurs victimes qui ont révélé sans contestation possible qu'elles ont toutes été empoisonnées avec de l'arsenic. De plus, des plantes toxiques ont été retrouvées dissimulées sous votre matelas. Concernant les éléments en notre possession et en votre faveur, nous n'avons pas pu établir de lien direct entre vous et l'achat d'arsenic, ingéré directement par les victimes. De plus, le témoignage de l'expert en psychiatrie tendra à appuyer une possible démence. À présent, Madame Gigado, levez-vous. Madame Gigado, sachez que vous avez le droit de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète si nécessaire. Confirmez-nous votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance. Je m'appelle Hélène Gigado et je suis née le 17 juin 1973 à Plouhinec. Vous êtes assistée par Maître Dorange, votre avocat. Madame Gigado, vous avez travaillé comme cuisinière et lingère dans plusieurs foyers. À chaque fois, des décès, des maladies suspectes ont été constatés. Dans la famille Rabot, en particulier, plusieurs membres ont été atteints de symptômes graves peu après votre arrivée. Que répondez-vous à ces accusations? Mais ces gens, ils étaient déjà fragiles avant que j'arrive chez eux. Moi, j'ai fait que mon travail. Pourtant, il est établi que votre employeuse, Madame Rabot, ainsi que sa belle-mère ont présenté des symptômes compatibles avec un empoisonnement, des migraines, des vomissements, des douleurs aiguës, la paralysie des membres. Forcément, elle était enceinte. C'est son état qui la rendait malade. Et comment expliquez-vous que tous ces symptômes aient immédiatement disparu après votre départ? Ah bah ça s'appelle une coïncidence. Enfin, lors des perquisitions menées dans plusieurs maisons où vous avez travaillé, des plantes toxiques ont été retrouvées dans vos effets personnels. Je sais pas d'où elle est, je pense que quelqu'un a voulu me piéger. Oui. Vous aurez peut-être l'occasion de le constater au cours du procès, mais l'accusé sera le seul à ne pas avoir à prêter serment. Pourquoi? Tout simplement parce que fut des époques où l'accusé, une fois déclaré coupable, était exécuté. On a alors estimé que lui faire prêter serment de vérité reviendrait soit à ce qu'il ne mente, ou alors à ce qu'il ne se condamne lui-même. Maître Ganivet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame Gigado, vous avez déclaré ne jamais avoir eu de différend avec vos employeurs et pourtant la famille Rabot est témoin du contraire. Et elle témoigne notamment d'une relation plutôt conflictuelle. Et c'est justement parce que cette relation était conflictuelle que vous voulez vous
licencié et c'est après sa décision que les empoisonnements ont commencé. Non, c'est faux. Moi, j'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais comment voulez-vous que l'on vous croie? Vous continuez à mentir. Au cours de toutes les auditions auxquelles vous avez assisté, vous continuez à nier des faits avérés, comme le vol de vin par exemple. Mais je vous ai déjà répété plein de fois que je ne bois pas de vin. Quelqu'un d'autre devait rentrer dans la cave, mais c'est pas moi. Vous mentez, Madame Gigado. Vous avez empoisonné ceux qui vous gênaient et volé ceux qui vous nourrissaient. Je n'ai plus de questions. Merci, maître Émilie. Le premier témoin est appelé à la barre. Bonjour madame, quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile? Bonjour Madame la Présidente, je m'appelle Inès Rabot, j'ai 42 ans, je suis peintre et je vis à Rennes. Vous êtes entendu en qualité de témoin. Je vous rappelle que vous êtes tenu de dire toute la vérité, rien que la vérité, sous peine de poursuite pour faux témoignage. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Merci. Vous pouvez à présent raconter à la cour ce que vous avez vécu. Nous venions de nuit tranquille avant l'arrivée d'Hélène. Nous avions une petite habitude malgré la fragilité de mon fils aîné. Je m'occupais de la maison, je peinais parfois pour me détendre et je m'attelais sûrement à donner une vie tranquille à mes enfants. L'arrivée d'Hélène était censée nous soulager, mais ce n'a été que le début de nos problèmes. Au départ, elle paraissait serviable, presque trop. Elle s'est montrée aimable avec mon mari, lui parlant avec un sourire qu'elle ne m'a jamais adressé. Mais dès que celui-ci s'absentait, elle devenait froide, distante et même parfois menaçante du regard. Puis les premiers signes ne sont apparus. Après chaque repas que nous préparait Hélène, je sentais des insomnies, des vomissements, je perdais de la force dans mes Mais bras. n'importe quoi, elle monte Madame là. Gigado, s'il vous plaît, un peu de calme. Vous aurez le temps de vous exprimer. Je vous en prie, comprenez. Imaginez, Madame la Présidente, l'impossibilité pour une mère de porter ses propres enfants. Pouvez-vous préciser exactement à quel moment ces symptômes ont commencé à se déclarer? Toujours après les repas qu'elle me préparait en l'absence de mon mari. Des soupes, de simples soupes, fades, mais qui me laissaient dans un extrême état de faiblesse. Et ce n'était pas seulement moi. Ma belle-mère aussi disposait de ces symptômes. Et c'était aussi le cas de mon petit-fils Albert. Et à quel moment Madame Gigado a-t-elle commencé à travailler chez vous exactement? Le 6 novembre 2018. Et votre mari a-t-il eu aussi des symptômes étranges? Non, mon mari n'a jamais rien éprouvé. Cela s'expliquait sûrement par le fait qu'il s'entendait très très bien avec Hélène. En effet, quand il était présent, nous avions des deux repas. À côté qu'il s'absentait, Hélène nous préparait uniquement de la soupe. Bien, merci Madame Rabot. Madame la procureure, avez-vous des questions à poser? Oui, merci Madame la Présidente. Madame Rabot, avez-vous directement fait le lien entre vos symptômes et votre domestique? Non, pas au début, mais quand j'ai découvert qu'elle préparait à manger uniquement lorsque mon mari était présent, j'ai trouvé ça étrange. Alors j'observais davantage. Quand je lui reprochais un de ses plats, il s'irritait, et quand je lui demandais un autre mets, elle prétextait toujours le même ingrédient. Et le plus frappant, les symptômes intervenaient tout le temps après qu'elle ait préparé à manger. Et que s'est-il passé après son départ? Tous les symptômes ont cessé, ils ne sont jamais revenus. Sacrée coïncidence, si je peux me permettre. C'est vrai que c'est une sacrée coïncidence. Mais au fond, dans votre esprit, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un léger doute sur l'origine de vos symptômes? Aucun doute. Le médecin me parlait d'une grossesse compliquée, mais je savais. Ce n'était pas le corps d'une femme fatiguée, mais le corps d'une femme empoisonnée. Et la preuve en est simple. Tous les symptômes ont cessé quand elle est partie. Et d'après vous, pourquoi Madame Gigado voulait-elle plus s'en prendre à vous et non à votre mari? Parce qu'il l'appréciait, parce qu'elle savait qu'il allait la protéger, que rien ne déverrait ses soupçons. En s'en prenant à moi, à mon fils, c'était une manière cruelle de diviser, d'isoler. Elle me prenait pour quelqu'un de maladie, alors que c'est elle qui m'empoisonnait. Merci Madame Rabot, je n'ai plus de questions. Bien. La partie civile a-t-elle des questions? Non, Madame la Présidente, pas de question. Et la défense? Oui, merci Madame la Présidente. Madame Rabot, vous avez évoqué votre grossesse précédemment. Pouvez-vous nous dire à quel stade votre grossesse en étiez-vous exactement au moment où Madame Gigado est arrivée dans votre demeure? J'étais à la fin de mon 5e mois et j'allais rentrer dans le 6e. Et ne pensez-vous pas que vos symptômes pouvaient être liés à votre état de santé à l'époque? C'est ce que les médecins ont cessé de me répéter, mais je suis persuadée qu'ils étaient liés à la présence de Madame Gigado. Comme je vous l'ai dit, j'allais rentrer dans mon 5e mois de grossesse et il n'avait jamais ressenti ça avant. Et l'absence de douleur des membres n'est pas un symptôme habituel de la grossesse. Madame Rabot, n'est-ce pas là votre ressentiment personnel à l'égard de ma cliente qui vous pousse à l'accuser? Après tout, vous avez vous-même dit que votre fils ne l'aimait pas et que vous-même ne l'appréciez guère. Monsieur, croyez-vous qu'on invente des vomissements, des insomnies, une fausse couche? Pensiez-vous vraiment que je tenais à perdre un enfant? Si vous aviez senti ce feu dans mes entrailles, vous comprendriez. Ce n'était pas de l'animosité, c'était la vérité de mon cœur. Bien. Merci Madame. La Cour appelle à présent les témoins suivants. Bonjour. Veuillez décliner votre
votre identité, madame. Je m'appelle Anne Lefur, je suis née à Punray, j'y vis d'ailleurs encore aujourd'hui et j'ai été apprentie lingère au sein d'un foyer religieux dans les années 2000. Vous êtes entendue en qualité de témoin, madame Le Fur. Vous avez prêté serment devant la cour. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Merci. Vous pouvez à présent nous raconter ce que vous avez vécu. Madame la Présidente, j'ai connu Hélène Gigado lorsque les bonnes sœurs d'Aurel me l'ont envoyée pour m'assister. Elle a été ma bonne de décembre 2005 jusqu'au précisément 8 février 2006. J'ai toujours vu Hélène comme une personne très religieuse, très pratiquante. Ça lui arrivait même parfois d'exercer des rites religieux devant moi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai raconté aux gendarmes de Punray à l'époque. Avant qu'elle arrive, bien sûr, j'avais une santé excellente. Et puis précisément, le 8 février 2006, je suis tombée brutalement malade. J'avais des crampes, une fatigue extrême, des vomissements, beaucoup de fièvre aussi également. Et bizarrement, Hélène était déjà partie. Alors quand j'ai été guérie, j'ai pu comprendre ce qui m'était arrivé et donc je me suis rendue au village d'Oré. Et là, une amie qui me dit ah bah heureusement que tu t'es débarrassée d'Hélène Gigado parce qu'elle a empoisonné sa maîtresse Anne Le Corvée. Mais n'importe quoi, ça aussi. Madame Gigado, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc du coup, je me suis posé quelques questions. Et puis je me suis quand même souvenue qu'Hélène s'absentait souvent, prétendument pour aller voir les bonnes sœurs. Et puis j'ai finalement appris qu'elle fréquentait les militaires de la garnison. Donc c'est vrai que tout ça, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Certes, je suis tombée malade depuis quand elle est partie, mais de là à croire à un empoisonnement, c'est assez fort. Merci pour ce témoignage, madame Le Fur. Madame la procureure, souhaitez-vous interroger le témoin? Oui, merci Madame la Présidente. Madame Lefur, pouvez-vous décrire plus précisément les symptômes que vous avez ressentis le jour où vous êtes tombée malade? C'était vraiment très brutal. J'ai eu des violentes crampes à l'estomac, des sensations de brûlure dans la gorge, des vomissements à répétition et surtout, je tremblais énormément. Et ces symptômes sont apparus le jour même où Hélène Gigado a quitté votre foyer? Oui, exactement. Le matin même, elle m'avait préparé un bouillon que j'ai bu et quelques heures plus tard, elle était déjà plus là. Merci, je n'ai plus de questions. Maître Ganivet pour la partie civile. Merci Madame la Présidente. Madame Le Fur, vous dites avoir eu confiance en elle. Avec le recul maintenant, est-ce que vous pensez que Madame Hélène Gigado vous a intentionnellement empoisonné? J'ai aucune preuve formelle à vrai dire, mais c'est vrai que depuis que j'ai appris qu'elle était soupçonnée dans d'autres affaires, c'est difficile de douter de ça. Donc je pense honnêtement qu'elle m'a empoisonnée. Et est-ce qu'elle avait accès à votre nourriture, à vos boissons? Ah oui, totalement. C'est elle qui me préparait mes repas, mes infusions. Et puis bah, comme j'étais jeune, je ne me méfiais pas d'elle. Merci. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Maître Lorange, souhaitez-vous poser des questions? Oui, merci Madame la Présidente. Madame Le Fur, vous avez indiqué n'avoir jamais consulté un médecin ni fait d'analyse à l'époque. Pardon. Pouvez-vous confirmer qu'aucun diagnostic médical formel n'a été posé? Oui, c'est vrai. J'ai aucun certificat médical qui l'atteste. Et puis bah, je me suis soignée juste avec l'aide des bonnes sœurs. Et depuis, avez-vous subi une expertise médicale qui pourrait attester d'un empoisonnement prospectif? Non, du tout. Mais bon, c'est quand même difficile à croire que c'est une simple coïncidence. Merci. Une question à vous. Merci, maître. Madame Le Fur, la Cour vous remercie. Vous pouvez regagner votre place. La Cour appelle à présent Dr Jeanne Lemoine, experte en biologie médico-légale, afin de rendre compte des analyses réalisées dans le cadre de cette affaire. Docteur Lemoine, vous allez prêter serment. Vous jurez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Veuillez décliner votre identité et vos qualifications pour la Cour. Jeanne Lemoine, je suis médecin biologiste spécialisée en toxicologie médico-légale. J'exerce depuis 15 ans à l'Institut médico-légal de Rennes et je suis inscrite sur la liste des experts judiciaires près de la Cour d'appel de Rennes. J'ai été désignée dans cette affaire afin de procéder à l'analyse toxicologique des prélèvements effectués sur plusieurs corps exhumés, dont ceux de Rosalie Sarrazin, Rose Tessier et Perrette Massé. Vous pouvez exposer vos conclusions à la Cour. Conformément à la mission confiée par le juge d'instruction, j'ai procédé avec mon équipe à l'analyse des viscères et liquides biologiques issus de ces autopsies en utilisant les techniques modernes de chromatographie couplées à la spectrométrie de masse. Premièrement, Rosalie Sarrazin. Des prélèvements étaient réalisés sur le foie, l'intestin, l'estomac et des vomissures recueillies peu avant le décès. Dans ces échantillons, nous avons formellement identifié la présence de composés arsenicaux. Les concentrations relevées sont compatibles avec un empoisonnement aigu susceptible d'entraîner la mort en quelques jours. L'intoxication létale par arsenic est donc établie. Deuxièmement,
Rose Tessier. Les organes ont été analysés post-exhumation, mais leur état de conservation a permis de détecter une quantité importante d'arsenic dans les viscères, en concentration supérieure encore à celle relevée chez Rosalie Sarrazin. Les résultats indiquent un empoisonnement rapide et massif. Troisièmement, Perrotte Massé. Malgré un état partiellement dégradé du corps, l'analyse de plusieurs tissus a révélé la présence d'arsenic en quantité plus modérée, ce qui suggère une intoxication lente étalée sur plusieurs semaines. Enfin, les analyses effectuées sur les terres entourant les cercueils n'ont relevé aucune trace d'arsenic soluble, ce qui exclut toute contamination post-mortem. Merci, docteur Lemoine. Madame la procureure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Docteur, pouvez-vous affirmer que les décès observés sont en lien avec un empoisonnement criminel à l'arsenic? Oui, Madame la procureure. Les concentrations mesurées dépassent très largement les seuils environnementaux. La configuration anatomique des dépôts, les symptômes cliniques et l'absence de sources naturelles ou médicamenteuses connexes ne laissent aucun doute quant à une administration volontaire. Et donc les symptômes rapportés tels que les vomissements, les douleurs abdominales ou même la paralysie des membres sont-ils compatibles avec une intoxication arsenicale? Parfaitement, ce sont même les symptômes classiques d'un empoisonnement aigu ou répété d'arsenic inorganique utilisé historiquement comme poison. Merci, je n'ai plus de questions. Merci. Maître Ganivet pour la partie civile. Merci Madame la Présidente. Docteur, ces substances peuvent-elles être mélangées facilement avec de la nourriture ou des boissons sans être détectées? Absolument. L'arsenic inorganique sous forme de poudre blanche est insipide et inodore. Il peut être dissous dans des liquides chauds, sucrés ou même encore alcoolisés. D'ailleurs, nous avons retrouvé des résidus suspects dans des flacons saisis au domicile de la personne. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Maître d'Orange pour la défense. Oui, merci Madame la Présidente. Docteur, pouvez-vous exclure la possibilité d'une contamination naturelle ou bien liée à un ancien traitement médical? Oui, les dosages, leur distribution dans les organes et l'analyse des sols écartent toute autre origine possible. Et avez-vous la certitude que c'est ma cliente, Hélène Gigado, qui a administré l'arsenic? En tant qu'experte médicale, je me limite à l'analyse des causes du décès. L'imputation à une personne relève de l'enquête et de l'appréciation judiciaire. Merci docteur. Il y a des questions. Merci, docteur Lemoine. Vous pouvez vous retirer. La Cour souhaite à présent entendre Madame Hélène Gigado en réaction aux éléments apportés par l'expertise. Veuillez vous dire. Madame Gigado, vous êtes libre de répondre ou de garder le silence. Souhaitez-vous faire un commentaire concernant le décès de Rosalie Sarrazin? Oui, j'ai toujours pris soin de Rosalie, les défaites de Rosalie. C'est moi qui l'ai soignée. Oui, je préparais ses remèdes, mais jamais j'aurais pu lui faire de mal. Je pense que si elle est morte, c'est parce que la maladie l'a emportée, parce que moi je goûtais tous les remèdes que je lui préparais. Maître Ganivet, souhaitez-vous interroger l'accusé? Oui, Madame la Présidente. Madame Gigado, pourquoi dois préciser que vous goûtiez ce que vous donnez à Rosalie? Est-ce pour détourner les soupçons? Non, c'est parce que c'est vrai, c'est tout. Pourtant, des résidus d'arsenic ont été retrouvés, comment l'expliquez-vous? Je sais pas, moi j'ai jamais eu d'arsenic. Je sais même pas à quoi ça ressemble l'arsenic. Je n'ai pas de questions. Madame Gigado, Madame la procureure, voulez-vous interroger Madame Gigado? Oui, merci Madame la Présidente. Madame Gigado, d'autres décès sont survenus dans des circonstances similaires. Vous souvenez-vous de Rose Tessier? Rose Tessier. Ah oui, Rose Tessier. Bon, je n'étais plus là quand elle est morte. C'est faux, vous étiez présent dans la maison de M. Vidal. Pourquoi ces décès surviennent-ils systématiquement lorsque vous êtes de passage et cessent-ils lorsque vous partez? C'est une coïncidence. Je n'ai plus de questions. Merci. Maître d'Orange? Madame Gigado, vous entendez toutes ces explications. Existe-t-il une autre explication personnelle que vous souhaitez donner à tous ces événements? Je sais pas moi, peut-être que les remèdes ils étaient trop forts. Moi je suis pas médecin, je suis qu'une domestique. J'ai jamais voulu tuer personne. Merci madame. Merci. Madame Gigado, vous pouvez vous rasseoir. La Cour appelle à la barre Dr Claire Montel, expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure. Citez votre qualité et rappelez à la Cour la mission qui vous a été confiée. Claire Montel, médecin psychiatre, inscrite sur la liste des experts judiciaires près de la Cour d'appel de Rennes. J'ai été désignée par ordonnance de juge d'instruction en date du 10 septembre 2025 afin d'évaluer l'état psychiatrique de Madame Hélène Gigado, notamment sa capacité de discernement au moment des faits, ainsi que sa dangerosité potentielle actuelle. Merci. Conformément à la loi, vous allez prêter serment.
Vous jurez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Levez la main droite et dites « je jure ». Merci. Vous pouvez à présent exposer vos conclusions, docteur. Merci Madame la Présidente. J'ai rencontré Madame Gigado à 2 reprises dans le cadre d'entretiens cliniques approfondis d'une durée totale de 4 heures. J'ai utilisé des outils d'évaluation psychiatrique reconnus tels que les échelles de personnalité, les tests projectifs, et j'ai analysé ses antécédents ainsi que les faits criminels reprochés. Il ressort de cette expertise que Madame Gigado souffre de troubles anxieux profonds, enracinés dans une enfance marquée par la pauvreté, le rejet et l'absence de figure d'attachement sécurisante. Un élément marquant dans sa construction psychique est sa fixation ancienne sur la figure de l'empereur, personnification bretonne de la mort. Elle lui confère une signification mystique, presque religieuse. Cette obsession, développée très tôt, a profondément altéré sa perception de la vie, de la souffrance ainsi que de la mort. En 2003, année correspondant à son premier licenciement brutal, un événement psychotraumatique majeur semble avoir provoqué une rupture psychique. À partir de ce moment, la chronologie des faits semble coïncider avec la survenue de passage à l'acte criminel. Madame Gigado présente une démence de type paroxystique, c'est-à-dire intermittente avec une abolition temporaire de son discernement lors de certaines crises. Pendant ces crises, elle perd toute capacité de jugement moral, elle n'a plus conscience de la gravité de ses actes, ni même de la souffrance infligée à autrui. En dehors de ces phases, elle est capable de tenir un raisonnement cohérent, ce qui rend son état d'autant plus difficile à détecter. Elle n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie auparavant, cependant son état actuel demeure fragile et elle présente un risque de récidive élevé. En conclusion, je considère que son discernement était aboli au moment des faits au sens de l'article 122-1 du Code pénal et que l'irresponsabilité pénale doit être retenue. Petit rappel, l'irresponsabilité pénale, c'est le fait de comprendre que quelqu'un qui n'a pas conscience de ses actes ni des conséquences qu'ils peuvent avoir n'est pas non plus capable d'être puni pour les avoir commis. Quelqu'un d'irresponsable pénalement n'ira donc pas en prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique ou un centre médical d'aide. Madame la procureure, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Docteur, vous affirmez que Madame Gigado a des moments de lucidité entre ses crises. Dans ce cas, comment expliquez-vous qu'elle cache ses poisons, mente à ses employeurs, agisse avec ruse? N'est-ce pas incompatible avec une démence? Non, Madame la procureure, la dissimulation peut intervenir en dehors des épisodes aigus. Ce sont des comportements complètement relevant de l'adaptation sociale, mais cela n'exclut pas qu'au moment précis du passage à l'acte, elle est basculée dans un état de rupture mentale dans lequel toute conscience morale était alors abolie. Donc, selon vous, malgré la répétition des actes sur près de 20 ans, Hélène Gigado aurait perdu la raison à chaque fois? Ce type de pathologie évolue par poussée, non pas de manière continue, donc il est tout à fait plausible qu'à chaque passage à l'acte, une crise psychotique brève se soit alors déclenchée. D'accord, je n'ai plus de questions. Merci Madame la procureure. Maître Ganibé, pour la partie civile. Merci Madame la Présidente. L'auteur, les victimes sont nombreuses et les empoisonnements s'étalent sur plus d'une décennie. Est-il vraiment crédible que Madame Gigado ait été prise de folie à chaque fois qu'elle passait à l'acte? Je comprends le choc de ce constat, mais certains profils psychiatriques, notamment chez les femmes sans antécédents institutionnels, peuvent passer inaperçus pendant des années. Le fonctionnement dissociatif de Madame Gigado, allié à sa discrétion et sa position sociale, rend les symptômes beaucoup plus difficiles à percevoir jusqu'à ce que les conséquences deviennent alors mortelles. Merci, je n'ai pas de questions. Merci Maître Ganibé. Maître Dorange, pour la défense. Merci Madame la Présidente. Docteur, au regard de votre expertise, pensez-vous qu'Hélène Gigado est dangereuse aujourd'hui? Oui, son état mental est instable et sans traitement psychiatrique intensif et encadrement strict, le risque de récidive est alors très élevé. Et confirmez-vous qu'elle était responsable pénalement au moment des faits? Son discernement était aboli et elle n'avait pas conscience de la gravité de ses actes. Merci. Il y a des questions? Merci. Docteur Montel, la Cour vous remercie pour votre expertise. Vous pouvez vous retirer. La Cour souhaite maintenant entendre Madame Hélène Gigado si elle souhaiterait agir à cette expertise. Madame Gigado, vous pouvez vous exprimer librement. Vous avez le droit de garder le silence. Moi, je comprends pas tout ce qu'on me reproche ici. Très bien. Merci Madame Gigado. Maître Ganibé, la parole est à vous. Vous pouvez présenter votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est pour représenter les victimes encore en vie, mais aussi les proches des victimes qui ont perdu la vie suite aux agissements de Madame Gigado. Qui aurait pu croire qu'une femme pourtant si pieuse se révélait en fait être une cruelle tueuse en série? Madame Gigado avait beau être réputée avoir mauvais caractère,
Qui aurait pu croire qu'elle aurait pu commettre des actes aussi ignobles à l'encontre de plus d'une cinquantaine de personnes, dont des enfants? Madame Gégado, ici présente, est accusée de 56 empoisonnements, dont 32 ont donné la mort, et laissant que 24 survivants. Après son départ du logement de plusieurs de ses employeurs, il a été retrouvé des herbes toxiques sous son matelas. Il paraît donc évident qu'elle les a utilisées pour parvenir à ses fins, ne le pensez-vous pas? Et pourtant, ce n'est pas la seule chose, puisque les expertises ont aussi révélé la présence d'arsenic. Le mode opératoire de Madame Gégado semblait alors assez simple. Elle était employée chez des personnes qui lui faisaient suffisamment confiance pour la laisser préparer leur repas. Et c'est en préparant leur soupe qu'elle y ajoutait le poison. Madame Gégado a trahi la confiance de ses employeurs, de leur famille, des enfants, mais aussi de ses collègues et de sa propre famille. Elle les a empoisonnés tous, sans aucune once de pitié, conduisant dans la majorité des cas à leur mort. Les victimes souffrent alors toutes des mêmes symptômes: des vomissements, des inflammations de l'estomac, éventuellement des diarrhées. Elle prétend n'avoir eu aucun lien avec les symptômes, invoquant parfois la santé fragile de ses victimes. Pourtant, tous les symptômes sont apparus après qu'ils aient consommé la nourriture que préparait Madame Gégado. Et étonnamment, pour les quelques survivants, les symptômes disparaissaient après son départ. Madame Gégado n'a même pas pu éprouver de pitié en accordant une mort rapide à ses victimes. Non, elle a préféré les observer souffrir pendant parfois plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils ne rendent leur dernier souffle ou qu'ils guérissent éventuellement. En effet, quand certains mouraient au bout de quelques heures, d'autres, comme Madame Jeanne-Marie Leroux, ont souffert pendant une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours durant laquelle elle était forcée à manger les repas que Madame Gégado préparait. Et en attendant, Madame Gégado, elle pouvait se délecter de la souffrance de ses victimes, qui étaient alors perpétuelles jusqu'à leur mort. Madame Gégado ne s'en est pas prise à une, à deux, mais bien une cinquantaine de personnes, démontrant ainsi sa véritable détermination à donner la mort à son entourage. Il est vrai qu'elle ne s'entendait pas avec tout le monde, mais dans ce cas, pourquoi aurait-elle tué les membres de sa propre famille, son propre sang, sa sœur et sa tante qui lui avaient offert un toit, de la nourriture et un travail? Madame Gégado a pourtant tué ces femmes, sans une once de remords. Et quand bien même elle s'entendait bien avec ses employeurs, Madame Gégado continuait à poursuivre son besoin macabre. Madame Gégado a pendant toutes ces années abusé de la confiance de ses employeurs, de leur famille, des enfants, mais aussi de ses propres collègues et de sa propre famille. Vous rendez-vous compte de la trahison qu'auraient pu ressentir les victimes qui ont perdu la vie suite à ces agissements? De la trahison que doivent ressentir les victimes encore vivantes à ce jour? Après tout, Madame Gégado savait très bien ce qu'elle faisait, elle préparait la soupe tous les soirs. Et c'est par cette façon qu'elle les empoisonnait. Après tout, ces victimes lui faisaient légitimement confiance pour consommer sa soupe. Tout ça pourquoi? Mourir? Madame Gégado, vous dites, je cite, que la mort vous suit partout. Mais peut-être êtes-vous celle qui la cède. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais que vous puissiez rendre la justice au nom de toutes les victimes qui ont perdu la vie et de toutes les personnes qui continuent à souffrir tous les jours de la perte de leurs proches ou de symptômes qu'ils ont souffert, et ainsi de reconnaître la culpabilité de Madame Gégado. Je vous remercie. Merci, maître. Madame la procureure, vous pouvez présenter votre réquisitoire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes aujourd'hui face à une criminelle d'une cruauté et d'une perfidie inouïe. Pendant près de 20 ans, Hélène Gégado a semé la mort autour d'elle, empoisonnant froidement ses employeurs, leurs proches et même des enfants. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, elle c'était un homme de confiance. Elle observait ses victimes puis introduisait discrètement le poison. Sous des apparences trompeuses de domestiques dévoués, elle gagnait leur confiance avant de les condamner à une mort lente et inéluctable. L'empoisonnement est défini par l'article 221-5 du Code pénal comme l'administration de substances entraînait la mort, et c'est précisément ce que l'accusée a fait, avec une méthode aussi calculée qu'impitoyable. Elle n'a manifesté ni remords, ni regrets, elle a continué inlassablement, multipliant les victimes, jusqu'à ce que la justice l'arrête enfin. Mesdames et messieurs les jurés, vous devez rendre justice aux 56 victimes dont 32 ont trouvé la mort. Nous devons faire en sorte que jamais plus une telle horreur ne puisse se reproduire. L'article 221-5 du Code pénal prévoit que l'empoisonnement est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'y a pas de possible, Hélène Gégado est coupable. Son mode opératoire, la constance dans ses crimes, son absence totale de scrupules
Tout cela ne laisse place à aucune clémence. C'est pourquoi, au nom de la justice, je requiers la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Merci. Merci, Madame la procureure. Madame la procureure vient ici de nous annoncer une peine. Mais quelle peine? La prison à perpétuité, c'est le fait pour un accusé déclaré coupable de purger sa peine en prison pour la durée maximale de 30 ans. La période de sûreté assortie avec cette peine, c'est tout simplement la période pendant laquelle l'accusé ne pourra pas demander une quelconque libération. Ici donc, si Madame Gégado est déclarée coupable et que la Cour accepte les réquisitions de Madame la procureure, elle devra passer au minimum les 22 prochaines années de sa vie en prison avant de pouvoir demander une libération. Maître de Range, la parole est à vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, j'aimerais commencer en évoquant la culpabilité de ma cliente. Je souhaite affirmer qu'en effet, Hélène Gégado, ma cliente, a commis tous ces crimes dont on l'accuse. Oui, ma cliente est une empoisonneuse. Oui, ma cliente est une meurtrière. Oui, ma cliente est le monstre qui se cache derrière tous ces crimes. Mais ma cliente est-elle responsable pénalement? La réponse est non. Elle n'avait aucune intention de faire du mal. Il n'y avait aucune volonté de sa part. En effet, Hélène Gégado n'avait aucune raison de tuer tous ces gens. C'était des gens proches d'elle, des personnes qui l'ont aidée, des personnes qui l'ont employée, des personnes qui ont permis d'aller chez elle. Pourquoi les avoir tués? Pour les voler après? Il n'y avait aucune raison de les tuer pour cela. Elle aurait tout simplement les voler que partir. Alors pourquoi avoir tué toutes les personnes qui l'ont aidée? Il n'existe aucune raison rationnelle qui se cache derrière tous ces crimes abominables que ma cliente a commis. Mais, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais que vous penchiez sur le cas de ma cliente un peu plus près. Pourquoi, selon vous, Hélène Gégado a-t-elle commis tous ces crimes d'autant dénués de sens, aussi illogiques, aussi ignobles et dépourvus de toute raison? Eh bien, parce que ma cliente, Hélène Gégado, est folle. Elle est dénuée de toute raison, comme l'affirment les rapports de spécialistes. Des médecins, des psychologues sont penchés sur son cas et ont décelé la démence passagère qui l'affecte par moments. Hélène Gégado ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Elle ne sait encore moins ce qu'elle fera. Et elle ne sait absolument pas ce qu'elle a fait, aussi ignoble qu'étaient tous ses actes. Hélène Gégado ne sait absolument pas à quel point tous ces empoisonnements sont abominables, bien que vous et moi, nous le sachions. Hélène Gégado est une erreur de la nature. C'est une personne totalement écervelée. Mais méritons d'être condamnés parce que l'on est né moins intelligent que les autres? Méritons d'être emprisonnés parce que l'on ne distingue pas le bien du mal? De notions tout à fait claires et distinctes pour vous et moi, mais qui ne sont pas pour ma cliente. Hélène Gégado mérite-t-elle d'être emprisonnée parce qu'elle est plus sotte que vous, mesdames et messieurs les jurés? Vous êtes sur le point, si vous écoutez Madame la procureure, de condamner à perpétuité quelqu'un de son simple manque de discernement. Condamne-t-on un animal parce qu'il en tue un autre? La réponse est non. Pourtant, les animaux tuent les leurs, mais ils sont moins intelligents que nous, moins civilisés que nous. Alors, si je vous disais qu'Hélène Gégado est un animal, ou du moins qu'elle a l'intelligence et le discernement d'un animal, vous ne la condamneriez pas. Alors, dites-vous simplement qu'Hélène Gégado n'a pas été aidée par la nature. Il est donc inutile d'accentuer sa douleur. Une douleur caractérisée au niveau psychiatrique. Ma cliente est fondamentalement folle. Tenez, elle chante en prison, elle chante. Du Charles Aznavour, du Joule et j'en passe. Elle chante dans cette cellule. Vous croyez que c'est le comportement de quelqu'un qui sait ce qu'il a fait? Ne pensez-vous pas qu'une personne qui a tué en connaissance de cause ne devrait pas plutôt être rongée par la culpabilité? Hélène Gégado ne devrait pas chanter, mais pleurer. Elle ne devrait pas rire, mais mettre des remords. Elle ne devrait pas sourire, mais demander pardon. Et pourtant, elle chante dans cette cellule. Mais je pense, mesdames et messieurs les jurés, qu'on ne tue pas pour chanter du Joule par la suite dans sa cellule. On tue pour tuer, puis on émet des remords bien plus accusateurs que les siens. Mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais vous poser une dernière question. Ne pensez-vous pas que la place d'une personne atteinte de démence ne serait pas plutôt dans un hôpital psychiatrique? Doit-on punir quelqu'un de malade ou l'aider? Là est la subtilité. Je pense qu'il faut aider ma cliente. C'est le seul moyen de rendre réellement justice à toutes ces victimes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de retenir l'irresponsabilité pénale de ma cliente. Sa place n'est pas dans une prison, mais dans un hôpital psychiatrique. Merci. Merci. Madame Gégado, souhaitez-vous ajouter quelque chose avant que la Cour ne se retire? Vous avez déjà décidé de mon sort. On va pas vous parler.
Avant que la Cour et les jurys ne se retirent pour délibérer, je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger elles-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? La Cour et les jurés vont à présent se retirer dans la salle des délibérations afin de statuer conformément au principe que je viens de vous rappeler. L'audience est suspendue. Madame Gégado, vous patienterez ici le temps de la lecture de votre verdict. Mesdames les jurés, veuillez me suivre. De mon côté, je vais faire en sorte de vous occuper pendant cette délibération. En ce qui concerne la composition des jurés, ils sont tout simplement composés de citoyens français, tirés au sort, un petit peu comme cela s'est déroulé aujourd'hui, et ils vont avoir pour mission de représenter la démocratie au sein d'un procès d'assises. Pour ce qui est de leur nombre, ils sont 6 en procès d'assises et 9 lorsque c'est un procès d'assises d'appel. Les jurés et la Cour vont alors avoir à répondre à plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés? Ensuite, est-ce qu'il y a quelconque circonstance aggravante, atténuante, voire même une irresponsabilité pénale qui irait jouer sur la peine imposée à l'accusé par la suite? Les jurés et la Cour, pour se mettre d'accord, doivent donc arriver à une majorité de 7 voix en procès d'assises et de 8 voix en procès d'assises d'appel. Et une fois les questions du droit terminées, ils vont devoir alors se mettre d'accord sur une peine imposée à l'accusé. Vous êtes donc peut-être en train de vous demander le rôle du président lors de la délibération. Il représente d'abord le droit, la magistrature, mais c'est aussi, surtout, celui qui dirige les débats et qui les recentre lorsque c'est nécessaire. Il va aussi annoncer la peine lors de l'audience imposée à l'accusé si jamais il est déclaré coupable ou sinon il va l'acquitter. Pour ce faire, il est aidé de plusieurs personnes qu'on va appeler des assesseurs, qui sont des sortes de juges adjoints avec qui il va former la cour. Vous pouvez vous asseoir. Après examen des faits et des éléments du dossier, la Cour et les jurés estiment que les charges retenues contre vous ne permettent pas d'établir votre culpabilité au-delà du doute raisonnable. En conséquence, nous prononçons votre acquittement pour les faits d'empoisonnement. Vous êtes donc remis en liberté. Dans ces levées. Ce verdict qui pouvait paraître aberrant, il s'avère qu'en fait, pour condamner quelqu'un en assise, il faut impérativement qu'il y ait 7 voix. C'est impossible de ne pas laisser la place au doute raisonnable. Nous n'avons pas réussi à trouver un consensus. Nous avions 5 voix pour l'irresponsabilité pénale, 2 pour la condamnation. Et comme nous n'avons pas réussi à trouver consensus, la loi veut que Mme Gégado soit libérée.